Personnes qui sont déjà dans ce Teams. Alors, bienvenue tout d'abord à ce webinaire sur les pensions complémentaires et l'harmonisation ouvrier-employé. Peut-être quelques remarques pratiques pour commencer. Alors, s'il y a des questions, vous pouvez toujours les ajouter dans le chat. Voilà, nos deux intervenants du jour de Loyen Senlouf vont essayer d'y répondre pendant le webinaire et si possible, évidemment, en fonction du nombre. Et sinon, ce sera plutôt à la fin du webinaire. Ce webinaire est enregistré aussi. Voilà, je vous le signale. Si jamais il y a des objections quant à cela, n'hésitez pas à vous manifester. Je vais aussi vous demander d'éteindre vos micros, vos micros à chacun, chacune, pour assurer le bon déroulement du webinaire sans dérangement. Les slides vous seront mis à disposition par après et l'enregistrement donc qui en découlera sera envoyé aux personnes qui n'ont pas eu l'occasion de participer aujourd'hui. Alors, autre petite remarque, et de la part de Fevia, on vous remercie aussi d'avoir participé activement à l'enquête qu'on a lancée sur la pension complémentaire récemment. Elle a récolté un total d'une centaine de réponses, ce qui est énorme. Donc, on vous remercie pour ça. Donc voilà, pour faire bref, on avait posé la question de savoir quelle entreprise suit le secteur ou non, ainsi que le salaire de référence sur lequel vous vous basez pour calculer les primes. Donc voilà, on vous enverra encore les résultats de cela plus tard. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à remercier d'avance Étienne et Joris qui aujourd'hui vont nous présenter les pensions complémentaires. Et donc je passe la parole à Étienne. Oui, Voilà. merci beaucoup Augustin. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être aujourd'hui avec nous cet après-midi, ce vendredi après-midi ensoleillé. Vous avez décidé d'éviter les terrasses et de venir parler des pensions. Donc c'est très gentil, mais c'est très intéressant et à mon avis aussi un choix intelligent. Je m'appelle Étienne, je suis spécialiste en droit du travail et en matière des pensions également. Et aujourd'hui, avec mon collègue Yoris, qui est chef du département pension de l'ENSN Louf, on va vous parler de deux sujets. Alors, le premier qui nous occupe principalement aujourd'hui, c'est évidemment l'harmonisation entre ouvriers et employés. C'est le point 2 de notre exposé, avec également des conseils pratiques pour l'harmonisation. Mais avant cela, il nous semblait utile de vous rappeler ou de vous apprendre quelques notions générale sur la matière des pensions complémentaires afin de bien avoir cela en tête avant d'entreprendre le chemin de l'harmonisation et cette question donc de l'harmonisation entre les deux statuts qui devra d'ici 2030 être complétée aussi au niveau des entreprises. Alors 2030, ça paraît loin, ça ne l'est pas vraiment, c'est dans 5 ans à peine, donc il y a encore un petit peu de pain sur la planche. Voilà. Alors, traditionnellement, ici, on va donc commencer avec les grandes notions des pensions complémentaires. Euh, Traditionnellement, le paysage des pensions en Belgique est subdivisé en 3 ou 4 piliers, selon qu'on veut le voir de manière plutôt 3 ou plutôt 4. Donc, la pension légale, d'une part, les pensions complémentaires qui vont nous occuper aujourd'hui, d'autre part, piliers 1 et 2 respectivement. Et puis nous avons le troisième ou le troisième et le quatrième pilier, à savoir l'épargne retraite et l'immobilier investissement. Peut-être déjà un petit mot sur l'épargne retraite qu'on n'abordera pas aujourd'hui parce que c'est pas lié à l'emploi, mais juste un petit chiffre pour vous, pour votre meilleure information. L'épargne retraite qui vous permet en 2025, pour une épargne maximum de 1050 euros, d'avoir une réduction d'impôt de 30% du montant versé. Donc si vous épargnez 1050 euros, vous avez droit à une réduction d'impôt de 315%. Si vous épargnez plus parce que vous aimez les chiffres ronds, vous voulez aller à 1200, le bénéfice fiscal est moindre, donc en fait, vous n'avez pas intérêt à le faire. Voilà, ça c'est un petit tuyau en passant sur les piliers 3 et 4 qu'on ne va pas aborder aujourd'hui. Ce qui va nous intéresser, c'est donc le pilier 2. Mais pour comprendre l'existence du pilier 2 et la raison d'être du pilier 2, il y a une petite chose à vous dire sur le premier pilier, cette pension légale. Cette pension légale, elle n'est pas
très haute, elle n'est pas très généreuse, certainement pour les travailleurs salariés. Pour les indépendants comme Yoris et moi, là je n'en parle même pas, sinon on va passer une mauvaise après-midi. Et si vous avez eu la bonne idée d'être fonctionnaire, alors là, a priori, vous n'êtes pas sur sur ce séminaire et vous êtes en terrasse avec une bonne petite bière. Donc, la moyenne de la pension légale des travailleurs récemment pensionnés pour l'année 2023, on parle de 1673 euros bruts. Alors, comment se fait-il que ce soit pas un ticket de loterie alors qu'on a l'impression de payer tant de cotisations? Eh bien, c'est parce que la pension légale fait l'objet de plusieurs limitations qui viennent donc plafonner ce montant par plusieurs méthodes. La première méthode, si vous prenez la formule ici, PL, pension légale égale A, la première méthode, c'est le nombre d'années de carrière qui est considéré pour la pension légale, à savoir 45 ans. Donc ça, c'est une première limitation puisqu'il faut 40 années de service nécessaires pour pouvoir se constituer une pension légale complète. Alors aujourd'hui, l'âge de la pension est à 66 ans encore ici pour les 5 prochaines années et puis ça passe à 67. Donc si vous faites 66 moins 40, ça fait 26, moins 5, ça fait 21. Si vous quittez les humanités à 18 ans, dès que vous faites un petit peu d'études supérieures, ça devient très difficile d'avoir une carrière complète. La seconde limite, après le 45, si tu veux juste revenir, voilà, la seconde limite, c'est ce 60%, puisqu'en effet, seul 60% du salaire sur l'ensemble de la carrière est pris en compte. Et enfin, il y a une troisième limitation qui s'applique et qui, elle, concerne surtout les hauts revenus. Et ça va nous intéresser parce que ça va avoir une implication sur la manière dont on va composer son plan de pension complémentaire. La troisième limitation, c'est donc un salaire plafonné. Ce qui veut dire que pour les hauts revenus, proportionnellement, la pension légale va être plus faible par rapport à leur dernier revenu du travail. D'où cette instauration d'un deuxième pilier, soit au niveau du secteur, soit au niveau de l'entreprise, qui est très courant et qui vise en fait à complémenter, c'est ce que l'on voit ici, à complémenter la pension légale qui, pour les raisons que je viens d'évoquer, ne permet pas de remplacer totalement le revenu du travail perdu. Donc, c'est un complément qui est prévu soit au niveau du secteur, comme ici, soit ou à la place de ou en plus de au niveau de l'entreprise, et qui a la particularité, évidemment, d'être favorisé fiscalement et parafiscalement, puisque l'État belge, bien conscient que le travailleur doit lui aussi s'intéresser à sa pension, outre la pension légale, puisque celle-ci ne sera probablement pas suffisante, encourage évidemment fiscalement et parafiscalement ce type d'initiative, de sorte que la pension complémentaire aujourd'hui est le bénéfice qui a le meilleur rapport coût net. Et c'est ce que nous vous montrons ici sur cette slide, ce ratio coût net. Alors, comment se lit cette slide? Eh bien, vous avez une rémunération classique en espèces sur les deux colonnes de gauche et puis la pension complémentaire sur les deux colonnes de droite. Alors, on part d'un chiffre rond pour faciliter la compréhension de l'exposé, à savoir le chiffre de 100, que vous pouvez lire soit comme étant 100 brut ou soit comme étant 100 coût employeur. Évidemment, ce qui est intéressant à notre avis, c'est de regarder le coût employeur et le net poche du travailleur, puisque c'est bien ça qu'intéressent les deux parties, le brut n'étant qu'une étape, qui ne veut pas dire grand-chose ni pour l'employeur ni pour le travailleur en termes de coût final. Et donc, si l'on prend un coût total de 100 pour l'employeur en termes de rémunération d'espèces, on arrive à un net employé poche de 34 euros à peu près, là où ces mêmes 100 produisent 66 euros via le véhicule de la pension complémentaire. Alors évidemment, plus tard, donc ça pour les jeunes travailleurs, ça peut parfois être un petit peu difficile à comprendre parce qu'ils veulent leur net tout de suite, mais donc on a quasiment doublé le net par le véhicule de la pension complémentaire avec le même coût employeur au départ. C'est dû d'une part à la fiscalisation de la partie employeur, donc avec une taxe sur les primes de pension complémentaire de 4,4% et ensuite une sécurité sociale employeur à 8,86%, qui est évidemment inférieure aux 27% que l'on connaît sur les rémunérations. Mais c'est surtout dû à une fiscalité très avantageuse du côté du travailleur, puisque au lieu des 13,07 que l'on connaît bien, on est à 5,55%. Et par ailleurs, au niveau de la fiscalité proprement dite, on n'est pas sur des tranches progressives, mais sur un flat rate, un montant fixe qui oscille entre 10 et 16,5%, ce qui permet, in fine, d'avoir un net beaucoup plus intéressant.
Alors, ça, c'est donc la raison d'être des pensions complémentaires, à savoir une pension légale qui est limitée et ne permet donc pas de remplacer adéquatement le revenu, le dernier revenu du travail, et certainement pour les personnes ayant un salaire élevé qui se trouvent plafonnées. Et donc, de ce fait-là, d'autre part, un avantage parafiscal qui est motivé par le législateur pour encourager ces pensions complémentaires. Et on en arrive donc à la question de la pension complémentaire elle-même et des notions qui l'entourent. Et ici, pour commencer, ce que l'on voit le plus souvent dans le cadre d'une pension complémentaire. Alors, la pension complémentaire, c'est quoi? Si on résume, c'est un salaire différé. Plus précisément encore, c'est l'engagement de l'employeur ou du secteur, comme ici dans notre cas, envers un travailleur de lui payer un salaire différé au moment de la prise de la pension. Et nous verrons dans un instant quand est-ce qu'on doit ou quand est-ce qu'on peut prendre sa pension complémentaire et sa pension tout court d'ailleurs. Alors, de manière un petit peu particulière en Belgique, vous savez qu'on n'aime pas faire les choses comme les autres, la pension complémentaire se présente la plupart du temps sous forme d'un capital unique, avec la possibilité dans le plan, certes, de transformer ce capital unique en le versement de rente, mais la plupart des Belges choisissent le capital unique. Et ceux qui choisissent les rentes sont en réalité souvent des expatriés qui ont fait leur carrière en Belgique et qui retournent dans leur pays d'origine et qui, pour des raisons fiscales dues à leur pays d'origine, choisissent la rente parce que le pays d'origine est peu habitué au paiement sous forme de capital unique. Mais en Belgique, c'est souvent ça qui se passe. Alors, est-ce que c'est dû à la brique que les Belges on semble avoir dans le ventre et l'achat immobilier qui suit la fin de carrière? C'est possible, c'est une explication. En tout cas, on constate que la plupart du temps, c'est le capital unique qui est proposé à défaut et qui est choisi par ailleurs, même s'il y a une possibilité de conversion en rente. Alors, outre donc cette couverture et cette pension, les plans de pension sont souvent également dotés d'une prestation en cas de décès. Alors, cette prestation en cas de décès, elle peut être soit la réserve de pension constituée à ce moment-là, soit une couverture séparée qui peut par exemple être équivalente à 2 fois le dernier salaire du défunt. En plus de cela, on a également souvent une couverture revenu garanti en cas d'incapacité de travail, qui est généralement établie dans une police séparée. Donc, lorsqu'un travailleur tombe en incapacité de travail, les 30 premiers jours, il a droit à son salaire garanti de par son employeur, et ensuite, il tombe sous le système de sécurité sociale via la mutuelle. Il a un revenu de remplacement, mais qui n'est évidemment pas équivalent, enfin, qui la plupart du temps n'est pas équivalent à son salaire, puisque plafonné, et par ailleurs, c'est un pourcentage de. Et raison pour laquelle, ici, on a un revenu garanti qui peut être prévu en cas d'incapacité de travail. Et d'ailleurs, et c'est un quatrième et dernier volet que l'on voit parfois aussi dans les plans de pension complémentaire, c'est une couverture exonération de primes à cette occasion, puisque lorsque l'on tombe malade ou qu'on est en incapacité de travail et que le contrat est suspendu, eh bien, on ne preste plus le contrat, mais donc le salaire n'est plus versé non plus. Or, la pension complémentaire est constituée de primes versées sur base du salaire octroyé aux travailleurs. Et en conséquence de quoi, la constitution de la pension en cas d'incapacité de travail ne se fait plus. Et donc, il est possible de souscrire à une couverture exonération de primes, de sorte que l'assureur continue de payer les primes en cas d'incapacité de travail pour faire en sorte que la constitution de la pension complémentaire puisse elle aussi continuer malgré cette incapacité liée à la suspension. Plutôt à cette suspension liée à l'incapacité. Alors, il y a différents types de moyens de mettre en place cette pension complémentaire, différentes philosophies de régimes de pension complémentaire. On a les régimes à prestations définies, les régimes à contribution définie et les régimes à cash balance, et je vais en reparler dans un instant. Dans tous les cas, il est en tout cas nécessaire et obligatoire d'externaliser la gestion. Alors voilà, ici vous avez un schéma qui va nous permettre de bien comprendre. On est donc dans une relation triangulaire, à savoir un organisateur qui est l'employeur ou le secteur, qui va prendre un engagement de pension vis-à-vis d'un travailleur ou éventuellement en cas de couverture d'essai vis-à-vis de proches bénéficiaires, et qui va devoir externaliser
cette promesse, cet engagement de pension auprès d'un organisme de pension. Alors, un organisme de pension, ça peut être quoi? Ça peut être une compagnie d'assurance, ce sont les noms que nous connaissons bien, KBC, AG Insurance, Baloise, Belfius, PNV, NN, etc. Ou ça peut être un fonds de pension. Alors, un fonds de pension, c'est une institution qui est créée par une ou plusieurs entreprises ou par un ou plusieurs secteurs professionnels en vue de la gestion de leur plan de pension complémentaire. Et de cette façon, les entreprises fondatrices, participent à la gestion de leur propre plan de pension complémentaire et peuvent aussi influer sur la façon dont les cotisations, dont les contributions vont être placées, gérées et investies. Alors, cette obligation d'externalisation, évidemment, elle a pour raison d'être le risque de faillite de l'organisateur du plan, puisque un engagement de pension, c'est par définition un engagement à long terme. On s'engage vis-à-vis d'un travailleur à lui octroyer un salaire différé dans 40, 45 ans. En l'occurrence ici, il n'est pas certain que d'ici à 40 ans, l'entreprise soit encore là ou ait les moyens de le payer. Donc évidemment, l'entreprise ne peut pas se contenter de gérer ceci en interne par le biais de provisions faites au bilan. Il est obligatoire d'externaliser cet engagement de pension. Et cette relation triangulaire que vous voyez ici devant vous, organisateur, affilié, organisme de pension, est régulée par une loi, la fameuse loi sur les pensions complémentaires, dite LPC, ou la WAP, que vous avez peut-être aussi entendu en néerlandais, Wet Aanvullend Pensioen, du 28 avril 2003, et bien sûr, ses arrêtés d'exécution. Alors, toujours dans les notions de base, donc on a vu ce qu'était cette pension complémentaire, ce qu'on retrouvait dans une pension complémentaire, les différents volets, avec cette obligation d'externalisation dans cette relation tripartite. Si on veut continuer dans la pédagogie, on peut voir différentes divisions possibles. Donc, au niveau des pensions complémentaires, on peut avoir des pensions complémentaires au niveau sectoriel, qui sont prévues au niveau sectoriel, ou on peut avoir des pensions complémentaires qui sont prévues au niveau de l'entreprise. Autre classification possible, on peut avoir des pensions complémentaires qui sont collectives, c'est toujours le cas au niveau sectoriel, et on peut avoir des pensions complémentaires qui sont individuelles. Cette possibilité n'existe qu'au niveau de l'entreprise, mais elle est strictement encadrée. Pourquoi? Eh bien parce qu'un des objectifs de la LPC, cette fameuse loi dont je vous parlais il y a un instant, c'est de rendre la pension complémentaire accessible à un nombre aussi large que possible de travailleurs. Dans l'idée, évidemment, d'une part, que la philosophie même d'un système de pension repose sur la solidarité et la collectivité, et d'autre part, dans une perspective de financement adéquat des vieux jours des citoyens, étant entendu que la pension légale n'offre que ce qu'elle offre, il s'agit évidemment d'encourager la collectivité des pensions légales, des pensions complémentaires au niveau de l'entreprise. Et par conséquent, si pension individuelle il faut respecter de strictes conditions, à savoir, cet engagement individuel ne peut être autorisé que s'il existe déjà au sein de l'entreprise un plan de pension complémentaire collectif pour tous les travailleurs. Autrement dit, ça ne peut être un plan individuel qu'en plus de ce plan collectif qui existe déjà. Deuxième condition, ce plan ne peut pas être mis en place dans les 36 derniers mois précédant la retraite de l'intéressé. L'idée étant évidemment d'éviter les constructions dans un but purement d'optimisation fiscale en vue de la retraite, en vue de la pension de l'intéressé. Et enfin, à nouveau pour décourager ce type de véhicules, les cotisations pour les contributions, pour les engagements individuels de pension ne sont déductibles que jusqu'à un plafond déterminé. Pour l'exercice 2026, ce plafond est de 3 060 €. Et comme si ceci n'était pas encore suffisant, il ne faut pas non plus perdre de vue que même si ces conditions sont remplies, ça n'exonère pas l'entreprise des règles sur l'antidiscrimination en matière de pension complémentaire. Et par conséquent, si on veut octroyer un engagement individuel à un travailleur, il va falloir le justifier. Il faut de très bonnes justifications. Alors, qu'est-ce qu'une bonne justification, me direz-vous? Ce qu'on voit souvent en pratique dans nos dossiers, c'est quelqu'un qui travaille dans une entreprise A et que l'entreprise B souhaite recruter.
sauf que l'entreprise A a un plan collectif complémentaire bien plus avantageux que l'entreprise B qui souhaite recruter ce travailleur et qui va donc, pour motiver son choix à rejoindre l'entreprise B, lui proposer un engagement individuel de pension qui va complémenter l'engagement collectif déjà en place, moins favorable que celui dont il bénéficie actuellement. Alors ensuite, toujours dans ces typologies, on va parler de CDSC et de CEDAR, donc des acronymes un peu barbares, mais je vais vous expliquer ce qu'il faut comprendre derrière tout ça dans un instant. On va parler de branche 21 ou de branche 23, autrement dit les options défensives ou les options offensives pour les investisseurs en herbe. On va également parler du type de régime de pension, de la conception du régime. Ça, j'en ai déjà touché un mot, mais on va un petit peu développer, à savoir les DB, les DC et les CB. Hein, ça, ce sont aussi des petits acronymes dont on va pouvoir discuter ensemble. Et puis, je toucherai un mot également rapidement des plans spécifiques de type pension complémentaire, mais vous allez voir avec quelques spécificités, les plans cafétéria ou les plans de pension bonus. Mais avant ça, la question, quand la pension complémentaire est-elle payable? Alors depuis 2015, la pension complémentaire ne peut pas être perçue avant la pension légale anticipée, mais elle doit être perçue en cas de pension légale anticipée. L'idée étant donc de dire, on veut éviter, puisque tout ça s'inscrit toujours dans une perspective d'encourager les gens à rester à l'emploi et à travailler le plus tard possible, on veut éviter de créer un incitant malgré nous qui permettrait aux travailleurs de bénéficier de leur pension complémentaire avant leur pension légale et de faire le pont pour les quelques années jusqu'à leur pension légale ou jusqu'à leur pension légale anticipée et donc d'arrêter de travailler un peu plus tôt. Mais une fois qu'ils prennent leur pension légale ou leur pension légale anticipée, il n'est évidemment plus question qu'ils laissent traîner, entre guillemets, leurs réserves acquises et qu'ils les laissent prendre en rendement. Donc à ce moment-là, elles doivent être prises également. Cet âge de la retraite normal, si je puis dire, c'est 66 ans aujourd'hui, 67 ans à partir de 2030. Et il y a évidemment toujours des possibilités de prendre sa retraite légale anticipée, moyennant le respect des conditions qui sont inscrites ici sur la slide, à savoir des conditions d'âge et de carrière, conditions cumulatives, étant entendu que la carrière est définie comme, une année de carrière est définie comme 104 jours travaillés ou assimilés, à savoir un tiers-temps. Cette question est importante surtout pour la première année et la dernière année de travail, à savoir quand je suis étudiant et que je quitte l'université ou la haute école et que je commence à travailler en septembre, de septembre à décembre, j'ai travaillé 4 mois. Si ces 4 mois sont pleins, ça me crédite une année entière vis-à-vis de cette règle. Et à l'inverse, lorsque je veux prendre ma pension, quelle est la dernière année complète? Eh bien, c'est une année de janvier à fin avril. Donc, je pourrais prendre ma pension légale anticipée au 1er mai. 1er mai, fête du travail. Donc, quand on dit que le législateur n'a pas d'humour, je vois là en tout cas un petit clin d'œil. L'accord de coalition, justement, en parlant de gouvernement et de projets législatifs, l'accord de coalition, peut-être juste avant une petite parenthèse, vous voyez que les conditions de carrière ici et d'âge, je l'avais déjà dit pour la pension complète 45 ans, mais vous voyez qu'ici, dès qu'on a fait des études supérieures, ça devient très très difficile. Hein. Donc on parle de quelques licornes qui ont commencé à travailler à 16 ans. Il y en a encore, mais de moins en moins. Donc voilà, on vous le note pour votre information, mais c'est pas quelque chose qu'on voit souvent en pratique. Et alors, donc l'accord de coalition veut renforcer encore ces règles en faisant passer l'année de 104 à 156 jours et en rajoutant une possibilité de carrière anticipée à 42 ans, mais avec des conditions d'années de carrière encore plus strictes. Toujours dans la même philosophie, travailler plus longtemps, mais aussi pour chaque année, travailler des années les plus complètes possibles. Et si vous voulez partir avant, pas de problème, alors il faut bien montrer que vous avez suffisamment travaillé. Pour la suite, les acronymes dont je vous parlais, les acronymes un petit peu barbares, UKZT, UKMR en néerlandais, ce sont des acronymes aussi qu'on entend et qu'on entend aussi en français. De quoi il s'agit? Vous voyez que j'ai souligné le A et le S comme petits moyens mnémotechniques.
Le CDARR, c'est un capital différé avec remboursement des réserves. Donc c'est la manière dont on va conceptualiser son plan de pension complémentaire. On peut faire un plan de pension complémentaire CEDAR ou on peut faire un plan de pension complémentaire CDSC. Au niveau sectoriel, c'est toujours CEDAR. Donc là, c'est assez facile. Au niveau de l'entreprise, on a le choix. Dans le cas d'un CEDAR, on a un capital différé avec remboursement des réserves. Cela signifie que si le travailleur décède, la réserve de pension constituée, à ce moment-là, est versée aux proches. Et c'est pour ça qu'on parle de remboursement des réserves. À l'inverse, le capital différé sans contre-assurance, c'est la situation où la réserve de pension n'est pas transmise aux proches lorsque le travailleur décède. Alors évidemment, on pourrait se poser la question, mais quelle entreprise voudrait mettre en place un plan de type CDSC, là où donc le travailleur qui décède, enfin le plan ne prévoit pas que lorsque le travailleur décède, les réserves acquises à ce moment-là sont transférées à ses proches. Alors, les raisons il y en a quelques-unes. La première, c'est que dans ce type de plan, en général, l'assureur va pouvoir euh, garantir ou octroyer des rendements qui sont plus intéressants, qui sont plus élevés. L'idée n'étant pas que ce pot qui finalement n'ira pas aux proches revient dans un pot commun qui est dispersé avec ceux qui, eux, ont la chance d'aller jusqu'à la pension. Mais l'idée est bien plutôt que, sachant que certains n'auront pas ce pot, on peut se permettre d'ambitionner des pourcentages un petit peu plus élevés. Par ailleurs, les employeurs souvent vont souscrire en parallèle, comme on l'a vu dans les différents volets, une couverture distincte d'essai, par exemple de 2 fois le salaire annuel. Donc, avec ceci, on a une possibilité d'envisager un CDSC sans que ce soit trop problématique. Alors, petit point d'attention ici qu'on note au passage, mais parce qu'on a eu pas mal de dossiers récemment sur cette question, euh, la question de la couverture d'essai ne s'applique évidemment qu'aux travailleurs actifs, puisqu'on parle d'une multiplication du salaire, il faut évidemment que salaire il y ait. Et donc, les affiliés qui sont dormants, à savoir les anciens travailleurs, n'y auront plus droit, cette couverture expire. Alors, au moment du licenciement, par exemple, ou de la démission, il est évidemment possible soit de souscrire une nouvelle couverture d'essai, soit de transférer ses réserves. Mais notre conseil aux employeurs, c'est de bien indiquer cette possibilité dans un écrit que vous donnez aux travailleurs sortants. Pourquoi? Parce que si ultérieurement le travailleur décède et que donc cette couverture garantie d'essai ne joue plus, vous risquez d'avoir des problèmes de la part des proches et des héritiers qui vont reprocher à l'employeur et d'ailleurs aussi à la compagnie d'assurance de ne pas les avoir informés sur cette possibilité et réclamer un dommage correspondant au montant auquel ils auraient pu prétendre en cas de couverture, en cas de couverture valable et applicable. Alors évidemment, sur la question du dommage, on peut se poser la question, est-ce qu'ils auraient vraiment souscrit cette couverture? On n'en sait rien. Et donc, on peut discuter d'abord est-ce qu'il y a faute, et ensuite est-ce qu'il y a dommage, et ensuite est-ce qu'il y a lien causal. Mais pour éviter toutes ces discussions et les frais qui y sont liés, le mieux, c'est simplement d'informer le travailleur lors de sa sortie de cette possibilité et de se conserver la preuve de cet envoi. Parce que c'est pas le tout de l'avoir informé. Ça aussi, on a eu des dossiers où on nous a dit si, on l'a informé, mais on ne retrouve plus le document. Voilà, ça, c'est pas une argumentation qui convainc beaucoup de juges. Alors, ce qui nous amène à la suite, les branches 21 et les branches 23. Donc, la branche 21, l'option prudente, l'assureur garantit un rendement sur les contributions avec également une possibilité non imposable de participation aux bénéfices. Et on vient de perdre la présentation, je crois. Si Petit souci technique, c'est pas grave. Pendant que Yoris remet la slide, je vous continue sur la branche 21, mais donc rassurez-vous, ça revient. Branche 21, petite parenthèse, dans une présentation, il y a toujours un souci technique. Voilà, il est là, comme ça, a priori, on n'en aura plus. Et alors, la deuxième branche, qui est donc la branche 23, où là, en effet, on va avoir des investissements qui sont plus agressifs, dans des produits plus volatiles, mais donc avec des possibilités de rendement qui sont plus importants, mais aussi potentiellement moins importants.
Et il y a Yoris, tu as pu remettre la présentation? Là, on voit ton fond d'écran. Je regarde de mon côté si j'arrive à la retrouver, sinon Sinon, Ah, je la voilà, mets c'est bon. ainsi. Ah, Oui, voilà, ok. c'est en Très ordre? bien. Ok, super, Voilà, on la merci voit, Yoris. oui. Voilà. Et alors aussi, on a une sorte d'entre-deux, c'est le concept life cycle que l'on voit aussi ces derniers temps un petit peu se développer pour les plans de les régimes à contribution définie. C'est l'idée que les contributions vont être investies différemment selon l'âge de l'intéressé, à savoir avec une approche agressive au jeune âge et une approche plus prudente lorsque l'on se rapproche de l'âge de la pension, dans une perspective évidemment que au début on peut être un petit peu plus dynamique, là où vers la fin il vaut mieux être plus prudent. Alors, au niveau de la conception du régime, on a donc trois possibilités. On a les possibilités de contribution définie, les possibilités de prestation définie et les possibilités de cash balance. On va commencer par les premiers, les defined benefits, les régimes à prestation définie, qui, comme leur nom l'indique, vise pour l'employeur organisateur de ce plan de pension complémentaire à promettre une prestation déterminée à l'âge de la pension. Alors, typiquement, conceptuellement en tout cas, parce que ça ne se fait pas comme ça en pratique, mais conceptuellement, c'est donc de dire à la pension légale, vous aurez chacun droit à 100, à 200, à 300. Alors évidemment, c'est pas comme ça que ça se passe. On ne fait pas chacun le même montant garanti pour la pension légale, mais on va lier cette pension à l'âge du bénéficiaire avec une formule qui est relativement similaire à celle que l'on a observée pour la pension légale et avec des méthodes, des mécanismes de compensation pour les hauts revenus, puisque bien entendu, la pension légale d'une part et la pension complémentaire d'autre part sont des vases communicants. Or, nous avons vu que pour la pension légale, les hauts revenus sont légèrement défavorisés en ce sens que les revenus sont plafonnés et qu'ils ont donc proportionnellement un revenu de remplacement moindre. Et par conséquent, sur le plan de la pension complémentaire qui vient complémenter cette pension légale, on peut rectifier ceci pour les hauts revenus en prévoyant une double entrée dans la méthode de calcul. Si on passe à la slide suivante, vous allez voir très précisément de quoi je parle. Exactement. Donc, on part du dernier salaire de janvier, que l'on va multiplier par 13,92. Donc, dans ce plan, l'employeur a décidé d'y inclure également le 13e mois, également le double pécule de vacances. Et ce salaire, on va le subdiviser en deux parties. Une première partie, le salaire 1, sur lequel on va appliquer 5%, qui est un salaire jusqu'à un plafond salarial. Ça peut être le plafond légal que nous avons vu précédemment aux alentours de 80 000 euros, mais ça peut également être un plafond conventionnel décidé par l'organisateur. Et au-dessus de ce plafond, on va appliquer un deuxième pourcentage plus élevé pour essayer précisément de compenser la perte due à la pension légale, et tout ceci fois la durée du service. Alors évidemment, et vous allez le voir sur le slide suivant, c'est très intéressant comme type de plan, et ça favorise et ça encourage en réalité la loyauté des travailleurs, puisque leurs montants sont à chaque fois je dirais, regaranti et revalorisé au fur et à mesure des années qui passent, puisque c'est le dernier salaire qui est pris en compte. Si on peut peut-être, Yoris, passer à la slide suivante. Voilà, vous voyez ici, on a en effet le salaire et la durée de service, et cet exemple d'accroissement dont je vous parlais. Donc, au plus on reste chez l'employeur, au plus on va avoir un montant conséquent à la fin. La loyauté est récompensée puisque tout est à chaque fois revalorisé. Et évidemment, le risque d'investissement est auprès de l'employeur puisque c'est ce dernier qui doit, en fin de compte, assurer la prestation définie
à laquelle il s'est engagé. Et si les rendements n'ont pas été suffisants, eh bien, il va devoir complémenter de sa poche. Alors, je vais passer ici les slides sur le taux d'actualisation. Ça nous emmènerait dans des questions un petit peu trop techniques. Et j'en arrive à la question du décès, donc l'autre alternative, qui est aujourd'hui la majorité des plans que l'on trouve sur le marché. Pourquoi? Eh bien, précisément pour ce dont je viens de vous parler, à savoir que le risque de sous-financement dans un plan à prestation définie, un DB, eh bien, repose sur l'employeur. Là où ce risque repose pour partie sur le travailleur dans un plan d'essai, et je vais vous dire pourquoi. Un plan d'essai, eh bien, c'est très simple, c'est je ne te garantis pas 100 à la fin du plan, mais je te garantis que tous les mois, je mettrai 10. Et puis on verra ce que ces 10 donneront. Et si les marchés sont positifs, tant mieux pour toi, tu auras un bon montant final. Si les marchés ne sont pas bons, tant pis pour toi, tu n'auras pas grand-chose. Pas grand-chose, oui, mais. Et c'est pour ça qu'on met sur cette slide que nos décès ne sont pas des vrais plans d'essai au sens d'un engagement qui serait strictement de mettre des contributions mensuellement sur des marchés d'investissement, mais c'est un décès un petit peu spécifique à la Belgique à nouveau, puisque la LPC, la loi sur les pensions complémentaires, prévoit une garantie de rendement obligatoire. Autrement dit, l'employeur supporte néanmoins une partie du risque financier, puisqu'il est obligé de garantir l'évolution d'un certain rendement pour les contributions qu'il met au bénéfice du travailleur. Alors, la raison donc effectivement de ce succès du décès, c'est ce que je vous expliquais pour les DB, à savoir que le risque est entièrement sur les épaules de l'employeur. Et certainement depuis 2008, les différentes crises financières que nous avons connues et les marchés qui aujourd'hui reprennent un petit peu mais restent timides, eh bien ça n'encourage pas à se lancer dans un DB. Et donc l'écrasante majorité des plans aujourd'hui sont en décès, avec une certaine tendance pour les cash balance dont je parlerai dans un instant. Alors, ici, vous voyez schématiquement comment ceci se présente. Eh bien, vous avez d'abord un premier bloc qui est l'année 1, ça ce sont les contributions qu'on met chaque année, et puis l'année 2, on remet des contributions, et puis l'année 3, on remet des contributions. Vous voyez que comme ces contributions sont également liées au salaire par une formule similaire à celle qu'on a déjà pu voir, eh bien, l'année 3, il y a eu une augmentation de salaire, indexation, augmentation conventionnelle, que sais-je, mais donc les contributions vont être plus importantes puisque liées au salaire. Et puis, vous avez cette petite inconnue qui sont les blocs bleus, au-dessus du chiffre 2, au-dessus du chiffre 3, et ces petits blocs bleus, eh bien, ce sont les rendements qui vont s'accumuler au fur et à mesure pour donner une réserve acquise à un instant T du travailleur affilié. Donc, comme je le disais, on a un risque qui est essentiellement pour le travailleur, mais risque partagé en raison de la garantie de rendement minimum. On peut passer à la suite. Voilà, et alors on arrive à la troisième et dernière possibilité, qui est un plan de cash balance. Alors un plan de cash balance, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu l'un, un petit peu l'autre. Ça ressemble à un décès, à un plan à contribution définie, pardon, mais c'est en réalité un DB, un plan à prestation définie. Pourquoi? Eh bien l'organisateur, l'employeur, promet une pension qui est composé d'une cotisation déterminée, majorée d'un rendement précisé dans le règlement de pension. Donc, je vous promets une cotisation déterminée et je la majore d'un rendement précisé dans le règlement de pension. Et donc, bien que ce type de plan de pension ressemble fortement à un plan de type contribution définie avec un rendement garanti par l'organisateur, il s'agit en réalité d'un cas particulier de plan de type prestation définie, puisque l'organisateur promet en effet un résultat final déterminé. Ce résultat étant la capitalisation à un rendement précisé dans le règlement de pension des contributions attribuées à l'affilié. Et l'avantage, c'est que, pour des raisons techniques, il n'y a pas d'obligation de financement périodique dans ce cadre. Et donc, on voit que ces plans prennent un petit peu de place aujourd'hui sur les marchés, avec des règles relatives évidemment à la détermination des contributions allouées, aux échéances, aux règles d'imputation dans le règlement de pension, etc. Donc voilà pour le paysage. On a ces trois types de plans qui s'offrent à nous. Comme je vous le disais, eh bien, les plans à contribution définie
ou cash balance, mais contribution définie largement majoritaire, cash balance, et puis encore quelques DB historiques qui restent, et qui, ici, de toute façon, en matière de garantie de contribution définie, sont soumis à la garantie de rendement de la LPC dont je vous ai déjà parlé. Je vous en donne deux, trois chiffres pour qu'on soit bien d'accord sur ce dont on parle. Avant 2016, la garantie de rendement qui était fixée par la LPC et qui s'imposait aux employeurs tant sur les contributions patronales que sur les contributions personnelles était un taux d'intérêt fixe établi par la loi. Avant 2016, on avait un taux à 3,25. Euh, on avait un taux à 3,25 et depuis 2016, on a un taux d'intérêt flexible qui est fixé annuellement sur la base du rendement des obligations linéaires de l'État belge à 10 ans, avec une limite inférieure à 1,75 et une limite supérieure à 3,75. Si ma mémoire est bonne, pour vos secteurs, on parle de 1,25 et 1,65% respectivement sur les contributions donc à vérifier. Mais Oui, oui, tout c'est à bien fait. C'est ça. juste pour les ouvriers et pour les employés. Oui, c'est ça. OK, voilà. Donc, on y est. Donc, 2016-2024, vous voyez, on était à 1,75. 2025, on est à 2,50. Pour les affiliés actifs, évidemment, à savoir que pour les affiliés dormants passifs, la garantie de rendement ne s'applique plus à partir du reste. On a plutôt une protection du capital, mais évidemment, cette garantie de rendement ne s'applique plus pour les affiliés dormants. Et donc, vous avez ici, schématiquement, ce que je vous présentais. Quid en cas de déficit? Eh bien, en cas de déficit, c'est l'employeur qui doit épurer. C'est la raison pour laquelle on parle de plans d'essai entre guillemets ou de plans d'essai qui n'en sont pas vraiment, puisque le risque financier repose quand même pour partie sur l'employeur du fait de cette garantie de rendement légal prévue par la LPC. Et donc, à ce moment-là, il faudra compenser le trou, il faudra financer l'écart. Ce moment-là, c'est quoi? Eh bien, c'est soit le transfert des réserves après la sortie, soit la mise à la pension, ou soit l'abrogation de l'engagement de pension. Alors, la couverture d'essai, j'en ai déjà parlé, donc ça, je pense qu'on peut passer. La couverture invalidité, ben, je vous en ai parlé aussi, hein, c'est donc dans ce cas où on est en maladie invalidité, qu'on ne bénéficie plus du revenu garanti de son employeur et qu'on bénéficie d'une rente d'invalidité, et on vient complémenter ça avec une couverture invalidité. Petit point ici intéressant d'actualité jurisprudentielle. Euh, En général, cette couverture, dans les polices que l'on trouve sur les marchés aujourd'hui auprès des différents acteurs, est limitée pour les troubles psychologiques et certaines maladies liées à 2 ans. Très récemment, la Cour d'Anvers, la Cour du travail d'Anvers a rendu une jurisprudence, un arrêt, dans lequel elle estime que ce type de limitation est de nature discriminatoire. Voilà, donc c'est aujourd'hui un hot topic, comme on dit, une patate chaude dans le milieu des pensions. Est-ce que c'est effectivement le cas? C'est pas parce qu'on a une jurisprudence qui le dit que la loi, d'ailleurs, qui ne dit rien, devrait changer, ou que toute l'interprétation doit changer, ou que tous les acteurs doivent changer leur règlement en interne. Mais c'est une question qui est à suivre, parce que, en effet, ici, on a un premier pavé dans la mare qui vient critiquer cette limitation pour les troubles psychologiques qui était classiquement prévue dans les plans de la part de toutes les compagnies d'assurance ou de la plupart de ces compagnies d'assurance sur le marché belge. Donc voilà, ça c'était encore un petit plan, une petite chose que je voulais vous dire sur ce point. On en arrive à deux types de régimes de pension un petit peu particuliers. Euh, les plans budget ou plans cafétéria. Alors, avant de vous dire ce que c'est, je vais peut-être vous dire ce que ce n'est pas, parce que le mot plan cafétéria pourrait peut-être induire en erreur. Il ne s'agit pas ici de mettre une pension complémentaire dans un plan cafétéria et de laisser le travailleur choisir entre une voiture, un vélo ou un plan un plan de pension complémentaire. C'est pas ça, et d'ailleurs ça, c'est pas possible. Ce que c'est en revanche, c'est la possibilité pour le travailleur d'allouer le budget prévu pour le plan de pension aux différents volets de ce plan de pension comme il le désire,
suivant les volets dont je vous ai parlé en tout début d'exposé. Donc, il a un budget qui, par défaut, sera alloué d'une certaine manière, à savoir d'abord la prime de décès couverture, par exemple 2 fois le salaire pour financer cette prime de couverture, ensuite la prime d'invalidité, et le solde viendra constituer, lui, la pension. Mais un travailleur qui n'aurait par exemple pas de très bons rapports avec ses proches et ne souhaiterait pas leur laisser d'argent à son décès pourrait tout à fait décider, n'est-ce pas, de supprimer ce premier volet qu'il jugerait inutile et d'y allouer le budget autrement, et donc dans une constitution plus importante de sa couverture pension. Donc, il donc aurait aussi cette couverture d'essai dedans remplie. C'est ça le plan budget cafétéria de type pension complémentaire. C'est une possibilité pour le travailleur bénéficiaire d'allouer différemment le budget. Et alors, on a également un plan de pension bonus. Alors, qu'est-ce que c'est? Un plan de pension bonus, c'est la possibilité donc de mettre en place un régime de pension où le paiement et où le niveau de prime sont couplés à l'atteinte de différents objectifs individuels ou collectifs. Alors, la FSMA estime qu'un tel plan est tout à fait conforme à la loi sur les pensions complémentaires, pourvu évidemment que les conditions auxquelles le bonus est octroyé, c'est-à-dire le bonus qui sert de base de calcul pour les primes, donc les conditions auxquelles ce bonus est octroyé ainsi que son niveau soient déterminées explicitement dans le règlement de pension et soient indépendants de l'appréciation purement discrétionnaire, potestative, on dirait en langage juridique, de l'employeur. Alors donc un régime à contribution définie, mais donc des contributions qui dépendent de la réalisation d'objectifs pour constituer de manière variable en fait une pension. Je vais peut-être passer sur ceci aussi. Juste ici, un petit, avant de parler de l'affiliation, et tu peux rester sur cette slide, Doris, sur la question des bonus. Attention à la manière dont vous formulez ces bonus. On vous donne un petit exemple ici. Le problème, c'est qu'à partir du moment, effectivement, ici, vous voyez, hein, ce qu'il ne faut absolument pas faire, c'est de dire que le bonus est de 100 € et qu'on va en verser 90 dans le plan de pension. Parce qu'à ce moment-là, il va être considéré que ces 90 € par l'administration sociale et par l'administration fiscale, que ces 90 € sont en réalité de la rémunération prise sur la rémunération nette et donc sont en fait du cash, tout simplement, qui va suivre le même traitement fiscal et parafiscal que la rémunération classique. Et vous avez vu en début d'exposé à quel point la différence est cruciale entre un traitement cash et un traitement pension. Et donc, il faut faire très attention à ça. On a déjà eu 3-4 dossiers dans cette veine. Si vous avez dans l'idée de mettre en place ce type de plan de bonus pension, qui est une bonne idée, et nous on aime bien ce type de mécanisme, mais faites très attention à la manière dont vous le mettez en place et dont vous le formulez, parce que les conséquences fiscales et de sécurité sociale peuvent être dramatiques pour une simple phrase mal rédigée. Ou à l'inverse, peuvent être très avantageuses simplement parce qu'on a pris soin de mettre la virgule au bon endroit. Et vous savez qu'en droit et dans le monde juridique, une virgule qui bouge, ça peut faire trembler un monde. Et donc, faites-y attention. Alors, voilà pour une première approche. Donc, on a vu les pensions complémentaires, quelles étaient leurs raisons d'être, à savoir venir complémenter une pension légale. On a vu les différentes typologies possibles, avec les différents types possibles, ce qu'on retrouvait typiquement dans un volet de pension complémentaire. Quels étaient les différents types possibles, les différents investissements possibles. On a vu des acronymes un petit peu barbares et je vous ai expliqué ce qu'il fallait comprendre derrière. On a vu cette question de la garantie légale de rendement. On a vu des plans particuliers, cafétéria et plans de pension bonus. Maintenant, la question de l'affiliation à ces plans. Alors, l'affiliation, elle est immédiate pour tous les travailleurs couverts par le régime de pension, avec, en Belgique, pour la matière des pensions complémentaires, une norme de discrimination ouverte. À savoir que toute distinction doit être objectivement et raisonnablement justifiée. Alors, on va tout de suite passer à la slide suivante et je vais vous donner des exemples pour que l'on sache de quoi on parle. Et ça va évidemment nous intéresser au plus haut point, puisque Yoris, tantôt, va vous parler de l'harmonisation ouvrier-employé. Les discriminations sont évidemment tout à fait interdites. Les distinctions généralement légitimes que nous voyons dans notre pratique
À savoir donc, une distinction, c'est une différence qui est acceptée, qui est valable, qui est légale, qui est possible. Une différence qui n'est pas légale, qui n'est pas justifiée, c'est une discrimination. Donc, au niveau des catégories professionnelles, alors là, évidemment, on essaye de coupler cela à l'organigramme de la société pour que ça ait un sens. D'un point de vue, je dirais même presque visuel sur l'organigramme, on a pu découper de manière cohérente, raisonnable et légitime. Idéalement aussi, c'est en lien avec les paquets salariaux de l'espèce. Donc, ce qui est intéressant, mais Yoris va vous en parler plus précisément, c'est qu'on peut toujours faire de la diversification en fonction de différentes catégories. On ne peut plus faire de l'employé ouvrier, mais au sein des catégories, on peut toujours faire de la distinction et donc implémenter un plan qui ne serait applicable que pour les membres du comité de direction, que pour les cadres intermédiaires, que pour les représentants de commerce. Tout ça, on le voit et c'est possible. On peut aussi classiquement faire des distinctions en termes d'UTE, donc d'unités techniques d'exploitation, en fonction des différentes unités techniques d'exploitation. Ce que l'on voit aussi souvent en pratique, ce sont des distinctions qui se sont implémentées d'elles-mêmes, si j'ose dire, à la suite de fusions et acquisitions, c'est-à-dire des entreprises qui en achètent d'autres, qui se faisant font venir avec elles le plan de pension en place et on le maintient. Et donc on se retrouve avec différents groupes de travailleurs qui en fait tracent un petit peu l'histoire des fusions et acquisitions successives du groupe au tenté. Et enfin, une distinction aussi que l'on voit qui est basée sur les salaires, en raison évidemment des formules que l'on utilise, dont je vous ai déjà parlé, avec ces fameux S, ces S1, ces S2 parfois, pour faire les différenciations et complémenter ou compenser plus justement la pension légale pour les hauts revenus. Ça, je vous en ai déjà aussi parlé. Donc ça, c'est pour l'affiliation et les questions de distinction et de discrimination. On en arrive à la question de l'introduction et de la modification d'un engagement de pension. Le principe, qui est repris à l'article 5 de la LPC, c'est qu'il s'agit là d'une compétence exclusive de l'employeur. Donc, bien sûr, quand on a dans un secteur un plan sectoriel qui est en place, on doit un petit peu nuancer ce que je vais vous dire, mais le principe, c'est que donc l'employeur n'est pas obligé de mettre en place une pension complémentaire, il peut choisir de le faire ou de ne le pas faire, c'est sa compétence exclusive. L'exception à ce principe, c'est qu'il faudra passer par une convention collective de travail ou une modification du règlement de travail si deux conditions cumulatives sont rencontrées, à savoir d'une part, le plan de pension s'applique à tous les travailleurs de l'entreprise, et d'autre part, il prévoit des contributions personnelles. Dans ce cadre, s'il existe des organes de représentation, on passe via le CCT, via une CCT, sinon on passe via un règlement de travail, et vous savez probablement que la loi sur le règlement de travail de 1965 prévoit que dans ce cas, il y a une procédure d'implémentation, de modification à suivre qui dure 15 jours, qui nécessite de demander l'avis des travailleurs, de remplir un registre, d'envoyer le tout au SPF, etc. Les sur ce point, sur les contributions personnelles, nous les déconseillons. Nous déconseillons de le prévoir pour plusieurs raisons. La première, c'est exactement ce que vous voyez sur votre slide, c'est-à-dire que cela vous obligerait, en cas de contribution personnelle d'un plan qui s'applique à tous, de passer par la CCT ou le règlement de travail. Le second problème, c'est qu'évidemment, ces contributions personnelles, ça part du net. Donc les jeunes travailleurs, surtout, qui sont bas dans les revenus, n'aiment pas trop parce que ça leur fait moins d'argent à la fin du mois en poche et qu'en plus, la jeunesse, enfin, je m'y inclus, mais je veux dire, je parle déjà comme les petits vieux, on a du mal à voir à long terme. Donc on se dit, bon, moi je préfère mon cash maintenant que dans 40 ans. Et enfin, avec les garanties de rendement que l'on a connues, certainement à l'époque pré-2016 où je vous montrais des 3,75 qui s'appliquaient donc sur les contributions patronales, mais également sur les contributions personnelles, ça rajoutait un risque financier sur les épaules de l'employeur. Et donc, voilà, on les déconseille. C'est clairement pas la majorité des plans, mais voilà, il y en a encore et c'est comme ça. Donc, introduction, modification avec une procédure, ça je vais un petit peu passer parce que je vois que le temps avance, mais tout ça pour dire qu'il y a effectivement une procédure de consultation et de notification préalable qui suit un mécanisme de cascade que l'on connaît bien en droit du travail, à savoir d'abord le CE, s'il n'y en a pas, on passe au CPPT, s'il n'y en a pas, on passe à la délégation, et puis s'il n'y en a pas, on passe à un régime ici qui est le régime limité à une partie des travailleurs.
Donc là, c'est une petite particularité de la LPC qui prévoit effectivement une procédure de consultation limitée dans le cas où on a 10% des travailleurs concernés qui en feraient la demande. Et si aucun des organismes susmentionnés n'est là, eh bien, information périodique, individuelle et préalable des travailleurs. Il y a des sanctions prévues en cas de non-respect de ces règles. Une sanction très lourde qu'on n'a jamais vue appliquée, qui est la nullité de la décision. Donc, sanction entre guillemets théorique, mais qui existe, et puis des amendes administratives avec un maximum jusqu'à 2,5 millions et des sanctions pénales, emprisonnement, amende, qui peuvent être imposées par la FSMA. Et donc voilà, ça c'est important. Ça c'est pour tout ce qui concernait l'entreprise. Je vais maintenant vous dire 2-3 mots de l'introduction et de la modification d'un engagement de pension au niveau sectoriel. Et comme ça nous aura permis, en ici à peu près une petite heure, d'avoir fait un petit peu, je dirais, l'état de l'art et de la question en rappelant bien les concepts, en rappelant bien les notions, ce qui va me permettre ensuite de passer la parole à mon collègue Yoris pour pouvoir justement, fort de ces notions rappelées, entreprise et secteur, voir cette question de l'harmonisation entre les deux statuts au niveau de l'entreprise et au niveau du secteur, puisque là, évidemment aussi, et certainement dans votre secteur, il y a un lien et un effet de passage et de vase communicant et de collaboration. Donc, pour les commissions paritaires et les sous-commissions paritaires, elles sont habilitées par la loi à conclure des CCT liant les travailleurs et les employeurs qui tombent sous leur autorité. Ça, c'est la loi sur les conventions collectives de travail qui le dit, ce qui permet évidemment un dialogue social garanti. Et donc, elles peuvent aussi décider, prendre la décision d'imposer un plan sectoriel de pension complémentaire. Alors, comme ces commissions ou sous-commissions paritaires n'ont pas de personnalité juridique, elles ne peuvent pas assumer la responsabilité juridique de l'organisateur, qui, dans les cas précédents dont je vous parlais, était l'employeur. Et donc, l'organisateur sera en général le fonds de sécurité d'existence. Alors, si on passe à la slide suivante, on va tout de suite voir de quoi il en retourne. Voilà exactement sur la question de l'opting out et de l'exclusion du champ d'application. Parce qu'effectivement, lorsqu'un plan de pension complémentaire au niveau du secteur est instauré, il prévoit souvent la possibilité d'un opting out, c'est-à-dire que l'employeur peut ne pas participer à ce régime sectoriel, pour autant évidemment que d'abord cette possibilité soit prévue par la CCT sectorielle et ensuite qu'il fournisse à la place un plan au moins équivalent. Donc, pas de problème de ne pas participer à la question au plan du secteur, mais alors, non seulement il faut qu'on vous octroie cette possibilité, mais il faut aussi que vous octroyez à vos travailleurs quelque chose d'équivalent pour être sûr qu'ils ne soient pas dépourvus à ce titre. Et alors, on a l'exclusion du champ d'application. Ça, c'est lorsque, lors de l'introduction du régime sectoriel, les employeurs qui disposent déjà d'un régime d'entreprise équivalent sont explicitement exclus du champ d'application. Donc ça, c'est au moment de l'introduction, là où l'opting out peut se faire au cours de l'existence de ce régime sectoriel. Ce qui nous amène, voilà, à l'affiliation et sortie du RCPS, régime complémentaire de pension sectorielle. Ça, c'est l'autre petit acronyme de l'après-midi. Et puis, effectivement, à la perception des contributions de l'ONSS, qui est au courant de tout ça et qui sait comment les percevoir. Et on vous donne 2-3 détails sur la slide. Et ça m'amène, je dirais, à conclure ce premier volet et à passer la parole à mon collègue Yoris, qui va donc vous parler de l'harmonisation. Et donc voilà, c'était une façon de vous donner un petit peu le grand cadre théorique et les notions qui vont nous permettre maintenant de bien comprendre cette épineuse question très importante de l'harmonisation entre employés et ouvriers à l'horizon 2030 sur la question des pensions complémentaires. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Super. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Joris Beenaert. Je suis le Head of Pensions chez Loyens et Louf. Comme vous avez constaté, je suis néerlandophone, mais je vais essayer de me débrouiller en français. Vous voyez les slides? Oui, ok. Oui,
on les voit. Donc, la législation sur l'harmonisation prévoit une harmonisation progressive entre les ouvriers et les employés au niveau des pensions complémentaires. Le législateur a choisi cette approche progressive afin d'éviter qu'une suppression soudaine des distinctions entre ouvriers et employés n'engendre de sérieuses difficultés financières pour les secteurs et les entreprises. Et ainsi, on peut distinguer trois périodes. La période avant 2015, la période du standstill, c'est entre 2015 et 2030. Maintenant, on se trouve dans cette période du standstill. Et après 2030, on parle du cut-off date. Et maintenant, je vais vous expliquer un peu le concept ou les principes qui s'appliquent pendant ces trois périodes. Pour les périodes d'occupation situées avant le 1er janvier 2015, la différence de traitement fondée sur le critère ouvrier-employé ne constitue pas une discrimination. Donc, ces différences de traitement qui datent d'avant 2015 sont d'office légitimes. Ces périodes sont ainsi, on pourrait dire, immunisées. Là, il n'y a pas de risque qu'un employé peut réclamer l'affiliation au plan pour les ouvriers ou vice-versa. Ces différences de traitement sont d'office légitimes. Depuis 2015, on se trouve dans la période de standstill. Je pense qu'on pourrait traduire ça comme la période d'abstention en français. Qu'est-ce que ça veut dire? Une distinction entre ouvriers et employés pour les périodes d'occupation entre 2015 et 2030 ne constitue pas une discrimination si cette différence de traitement a été introduite dans l'engagement de pension avant le 1er janvier 2015. Donc, les différences de traitement qui existaient avant 2015 peuvent toujours exister pendant la période de standstill. De l'autre côté, un nouvel engagement de pension qui est introduit pour la première fois à partir de janvier 2015 ne peut plus faire de distinction entre ouvriers et employés. En outre, et deuxièmement, la distinction existant entre ouvriers et employés ne peut pas être augmentée. Par exemple, dans le secteur, les cotisations pour les ouvriers sont plus élevées que pour les employés. Le plan sectoriel pour les ouvriers ne peut pas être amélioré vu que le niveau des cotisations pour les employés est moins élevé pour l'instant pendant la période du standstill. Il est permis d'introduire une nouvelle différence entre ouvriers et employés dans un engagement de pension à condition que cette différence ait pour objectif de supprimer ou de diminuer une distinction qui existait au 1er janvier 2015. En termes du timing, on pourrait dire qu'il y a deux phases. Pendant la première phase, les secteurs sont les premiers à devoir agir et les secteurs ont jusqu'au 1er janvier 2027 pour développer une réglementation sectorielle. Après cette première phase, c'est aux employeurs qui ont jusqu'au 1er janvier 2030 pour réaliser l'harmonisation au niveau des entreprises. Donc, les entreprises auront une période de 3 années pour implémenter l'harmonisation globale au niveau de l'entreprise. Après janvier 2030, on a le cut-off date. Qu'est-ce que ça veut dire? En ce qui concerne les périodes d'occupation postérieures au 1er janvier 2030, donc après le cut-off date ou la date de clôture, toute différence de traitement en matière de pension complémentaire reposant sur une distinction entre ouvriers et employés qui se trouvent dans une situation comparable est interdite.
La date du 1er janvier 2030 vaut tant pour les engagements de pension sectoriels que pour les engagements au niveau de l'entreprise. Donc, il s'agit vraiment d'une harmonisation au niveau global, secteur et au niveau de l'entreprise. Il existe cependant une exception très importante à cette cut-off date. La population qui bénéficie d'un plan qui existait avant 2015 peut refuser l'affiliation au plan harmonisé. Donc, ça veut dire que des plans plus généreux qui existaient avant 2015 peuvent toujours être appliqués pour les années de service futures après le cut-off date. Donc, tout le monde a un droit de refus, tout le monde peut choisir pour le maintien du plan existant au moment de l'introduction du plan harmonisé. Je vais vous illustrer ça avec quelques exemples. Un employeur a un plan pour les ouvriers qui prévoit, c'est un plan d'essai ou un plan cash balance qui prévoit une contribution patronale de 3% du salaire. Et pour les employés, l'employeur a introduit un plan plus généreux qui prévoit une cotisation qui s'élève à 5% du salaire. Maintenant, on se trouve dans la période de standstill. L'employeur ne peut pas augmenter les cotisations pour les employés vu qu'il y a déjà une différence entre les deux. Si l'employeur augmenterait les cotisations pour les employés, tous les ouvriers peuvent immédiatement réclamer une compensation ou un plan similaire pour les ouvriers. Donc, une augmentation des primes pour les employés est interdite pour l'instant. L'employeur peut, mais il peut aussi attendre jusqu'au 2030, augmenter les primes pour les ouvriers. Il pourrait décider d'augmenter les primes au même niveau que pour les employés, 5%, mais c'est aussi possible de prévoir une diminution graduelle des différences en introduisant par exemple une cotisation plus élevée de 4%, mais qui n'est pas égale au niveau des cotisations pour les employés. L'employeur pourrait aussi décider d'introduire un plan harmonisé qui ne prévoit au niveau des conditions d'affiliation plus de différence entre les employés et les ouvriers, un plan harmonisé alors, avec par exemple une cotisation de 4%. Et dans ce cas-là, les employés qui sont en service au moment de l'introduction du plan harmonisé peuvent choisir pour le maintien du plan existant avec une cotisation de 5%. Donc, cette population d'employés va encore profiter ou bénéficier d'une cotisation plus élevée aussi pour les années futures, les années de service après 2030. L'exercice de harmonisation vise uniquement les catégories ouvriers et employés. Aussi, pendant la période de standstill, il est encore possible d'introduire des plans de pension pour des catégories spécifiques. Par exemple, pour les cadres, s'il y a des cadres, je dirais des employés ordinaires, l'employeur peut aussi, pendant la période de standstill, introduire un plan qui s'applique aux cadres. Plan plus favorable que pour les employés ordinaires. Et aussi, l'introduction d'un plan bonus, par exemple, pour les membres du comité de direction, est encore possible parce que le principe ou l'obligation de standstill s'applique uniquement aux différences de traitement entre les catégories ouvriers et employés. Bon, quels sont les éléments du plan de pension à harmoniser?
tout d'abord, le niveau, le volet pension. Hein. Pour un plan d'essai, il faut harmoniser le niveau des contributions. Étienne vous a parlé des plans cash balance. Dans le cadre d'un plan cash balance, l'employeur va aussi garantir un certain rendement spécifique sur les allocations. Si vous avez un plan cash balance, le rendement garanti par l'employeur doit aussi être harmonisé pour les catégories des ouvriers et des employés. Le volet d'essai, donc la couverture d'essai, s'intègre aussi dans l'exercice de harmonisation. Donc, il n'est pas possible de prévoir une couverture pour les employés qui s'élève à 3 fois le salaire si le plan pour les ouvriers prévoit, par exemple, uniquement le remboursement des réserves en cas de décès de l'affilié. Un point d'attention, c'est aussi l'harmonisation du salaire de référence qui est utilisé pour le calcul des prestations pour le volet pension et le volet décès. Les ouvriers, ils bénéficient d'un salaire horaire, tandis que les employés sont payés sur base mensuelle. Donc là aussi, vous devrez convertir le salaire mensuel en salaire horaire ou vice-versa pour avoir une harmonisation au niveau de la définition du salaire de référence. La couverture exonération de primes qui prévoit le paiement des cotisations par l'assureur pendant des périodes d'incapacité de travail s'intègre aussi dans l'exercice de harmonisation. Les éléments accessoires ne doivent pas être harmonisés. Par exemple, l'organisme de pension, vous pouvez choisir pour un plancher AXA pour les employés et pour un plan géré par AG Insurance pour les ouvriers, parce que le choix de l'assureur n'a aucun impact sur le niveau des cotisations. Donc, c'est vraiment l'engagement qui doit être harmonisé et pas les éléments accessoires. La couverture invalidité est aussi exclue de l'exercice de harmonisation. Aussi, le rendement, Étienne vous a parlé des produits branche 21 et branche 23. Dans le contexte d'un plan branche 21, c'est l'assureur qui va garantir un rendement. Vu que c'est un commitment de l'assureur et pas autre que pour les plans cash balance de l'employeur, il est toujours possible d'investir les réserves pour les ouvriers en branche 21 et les cotisations payées pour les employés en branche 23. Donc là, il n'y a pas d'obligation de harmonisation. Comment se passe l'harmonisation au niveau du secteur? Les commissions paritaires compétentes de manière explicite, c'est par exemple le cas pour votre secteur, hein, ou résiduaires, par exemple comité paritaire 200 pour les employés, qui est une commission paritaire résiduaire, pour les mêmes catégories professionnelles ou pour les mêmes activités sont en charge de l'harmonisation au niveau du secteur. Comment est-ce qu'ils doivent faire ça? Les commissions paritaires doivent conclure des protocoles d'accord qui vont fixer les principes, les modalités et aussi le calendrier, le timing, en vue de supprimer les différences entre ouvriers et employés en matière de pension complémentaire. Après, ces protocoles d'accord ne constituent pas ces protocoles d'accord ne constituent pas de conventions collectives de travail. Ils doivent cependant conduire à la conclusion d'une ou de plusieurs CCT
qui doivent être déposés par le secteur concerné le 1er janvier 2027 au plus tard. Et après ça, il reste une période de 3 années pour implémenter l'harmonisation au niveau des entreprises. Et grâce à cette façon de travailler, les entreprises peuvent tenir compte et, selon moi, aussi attendre un peu les initiatives au niveau sectoriel avant d'implémenter l'harmonisation au niveau de l'entreprise. Voici, vous voyez les plans sectoriels. Dans la commission paritaire pour les ouvriers, on a introduit un plan sectoriel lors de l'introduction de la LPC en 2004. Et ce plan sectoriel prévoit la possibilité d'être hors du champ d'application ou aussi de faire du opting out. Donc, Étienne vous a expliqué ce concept. C'est possible d'introduire un plan qui est au moins équivalent qu'au plan du secteur. Et dans ce cas-là, l'employeur n'est pas obligé d'affilier les employés au plan sectoriel. Au sein du commission paritaire 220, on a introduit un plan en 2013. Il n'y avait pas la possibilité de opting out, mais s'il y avait déjà un plan équivalent ou plus généreux pour les employés, l'employeur n'était pas obligé de participer à ce plan sectoriel. Au niveau des cotisations, ce sont 2 plans du type DC, mais au niveau des cotisations, des contributions patronales, il y a encore des différences. Au niveau de la contribution patronale, il y a une différence de 0,36%. Et si on intègre les cotisations ONSS, qui s'élèvent à 8,86%, on parle d'un delta entre les plans sectoriels de 0,4% au niveau des cotisations. Les 2 plans prévoient un remboursement des réserves en cas de décès, donc là, il n'y a pas de différence. Maintenant, on se trouve dans la période de standstill. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la commission paritaire de 118 ne peut pas augmenter les contributions. En cas d'une augmentation, ça serait un breach du standstill. Et cette commission paritaire n'a plus augmenté les cotisations depuis 2015. Commission paritaire 220 pourrait augmenter la contribution pour réduire ou de supprimer la différence de traitement, mais ce n'est pas une obligation, en tout cas pas avant 2030. Certaines commissions paritaires ont déjà implémenté ou réalisé l'exercice de harmonisation. Dans la plupart des cas, il s'agit d'une augmentation progressive des cotisations pour une des 2 catégories. C'est par exemple le cas dans le secteur de la métallurgie. Au sein du comité résiduel 200 pour les employés, le puzzle était beaucoup plus complexe. Parce qu'il y a une vingtaine de commissions, on appelle ça des commissions paritaires miroirs. Qu'est-ce qu'ils ont fait au sein de cette commission paritaire? Dans l'accord sectoriel sur la marge salariale pour l'année 2019 et 2020, il a été convenu de consacrer la marge salariale de 1,1% au processus d'harmonisation. Il s'agit d'un régime particulier pour les entreprises dont les ouvriers bénéficient d'une pension sectorielle qui est plus avantageuse que la pension complémentaire pour les employés.
Pour ces entreprises, l'augmentation salariale de 1,1% a été remplacée par une prime temporaire, une prime qui est payée en espèces, qui sera ultérieurement convertie en une pension complémentaire ou une cotisation pour un plan de pension complémentaire. Donc, le but de cette prime temporaire est effectivement de laisser aux partenaires sociaux des activités d'entreprise concernées jusqu'au 1er janvier de 2027 pour trouver un accord. Et dans le cadre de l'harmonisation, ils devront convenir de l'affectation de cette marge salariale de 1,1% pour instaurer un régime de pension complémentaire pour les employés de cette activité d'entreprise. Donc, dans un des secteurs ou sous-commissions, c'est la commission paritaire 149, c'est la comité paritaire pour les électriciens, je pense. Il a été convenu que cette prime temporaire, qui est maintenant payée en cash, sera convertie dans un plan de pension, donc une cotisation patronale pour les employés du comité paritaire de son qui travaillent dans la même unité technique d'entreprise que les ouvriers qui sont liés à ce secteur des électriciens. Je pense que les choses sont un peu plus faciles dans votre secteur. Maintenant, je peux parler un peu de l'harmonisation au niveau des entreprises. Comme j'ai déjà expliqué, les différences de traitement doivent être diminuées ou terminées à partir de 2030 au niveau de l'unité technique d'entreprise qui est utilisée dans les contextes des élections sociales. Donc, si vous avez une entité juridique, mais deux unités techniques d'entreprise, si tous les ouvriers travaillent au sein d'une unité et les employés travaillent pour l'autre unité technique, là, vous ne devez pas harmoniser parce que les différences de traitement entre des unités techniques d'entreprise sont encore autorisées. Mais bon, dans la plupart des cas, on voit qu'il y a des ouvriers et des employés qui travaillent au sein de la même unité technique d'entreprise. Et dans ce cas-là, il y a une obligation de harmonisation. Ce qui est très important, harmoniser, ça ne veut pas dire améliorer. Il n'y a pas d'obligation de faire du leveling up, c'est-à-dire de affilier tout le monde au meilleur plan existant. Et donc là, la situation est très claire. Harmonisation, ça ne veut pas dire une amélioration. Il est aussi possible d'appliquer un leveling down. Qu'est-ce que ça veut dire? Le meilleur plan est fermé pour le futur et le plan moins favorable s'applique à tout le monde. Comme je vous ai déjà expliqué, la population qui est affiliée à un plan plus généreux a un droit de refus et ils peuvent maintenir le plan plus favorable aussi pour les années futures. Dans la plupart des cas, et au sein des entreprises où on a déjà implémenté l'exercice de harmonisation, on prévoit que le plan harmonisé se trouve quelque part entre le plan le plus généreux et le plan moins favorable. Je vais vous illustrer ça avec un exemple. Par exemple, dans une entreprise, il y a encore un plan DB pour les employés. Comme Étienne vous a expliqué, il s'agit des plans assez généreux parce que les augmentations du salaire vont revaloriser les années de service passées. Donc, on a un plan du type DB pour les employés.
Pour l'instant, il y a un plan d'essai moins favorable pour les ouvriers qui prévoit une cotisation de 3% du salaire. Dans le contexte d'un tel plan design, on voit parfois que le plan harmonisé est un plan du type step rate. Étienne vous a expliqué dans le cadre d'un step rate plan, il y a une différence du niveau de cotisation qui dépend du plafond de pension et donc le salaire de l'affilié. Par exemple, dans ce plan, le employeur va cotiser 2% sur le salaire qui est en dessous ou au niveau du plafond de pension. Et pour la population qui a un salaire plus élevé, il y a une cotisation de 5% sur le salaire qui dépasse le plafond. Et donc, parfois, on voit qu'au niveau du salaire de référence, le salaire est moins élevé pour les ouvriers que pour les employés. Donc, aussi, après 2030, il est encore possible que le niveau des cotisations en pratique des ouvriers est moins élevé que pour les employés. Mais il n'y a plus de distinction au niveau de la formule. Donc, le plan est harmonisé et donc pas ou non discriminatoire. Ici, dans mon exemple, il y a un droit de refus. Les employés vont probablement opter pour le maintien du plan DB, mais vous devez aussi donner le choix aux ouvriers parce que le niveau des cotisations s'élève à 2% sur le salaire en dessous du plafond. Donc, pour certains ouvriers, pour lesquels le salaire ne dépasse pas le plafond salarial pour le calcul de la pension légale. Pour cette population, ça peut arriver que c'est plus intéressant de rester dans le plan existant, le plan d'essai qui prévoit une cotisation de 3%. Bon, je vais maintenant vous parler des possibilités d'harmonisation au niveau du secteur. Je pense que l'option la plus évidente, c'est que la commission paritaire 220 augmente les cotisations pour les employés. Je vous ai déjà expliqué qu'il y a maintenant un delta au niveau des cotisations de 0,36%. Si on intègre les cotisations en SS, un delta de 0,4%. La commission paritaire 220 pourrait décider d'augmenter au plus tard à partir de 2030 les cotisations au sein de ce secteur. Il serait aussi possible de prévoir une implémentation graduelle, par exemple une augmentation de 0,10% pour chaque année. Donc, ça serait une des possibilités pour réaliser l'exercice d'harmonisation au niveau du secteur. Mais ce n'est pas obligatoire, hein. Une autre alternative serait de terminer les plans sectoriels pour les années futures et de prévoir ou de conclure une convention collective cadre sectorielle qui prévoit les principes d'harmonisation au niveau d'entreprise. Donc, on arrête les plans sectoriels et c'est aux entreprises pour implémenter l'harmonisation au niveau sectoriel. Je pense que cette solution serait un peu plus difficile pour les entreprises, mais il serait possible de conclure une convention collective qui prévoit par exemple des dispositions sur le type de plan et le calcul du salaire de référence à utiliser pour l'harmonisation au niveau des entreprises.
Donc, en 2027, il y a deux scénarios, je pense. La différence est éliminée au niveau sectoriel ou non? Bon, qu'est-ce qui se passe? Pour les entreprises sans plan de pension au niveau d'entreprise, donc les entreprises qui participent au plan sectoriel pour les employés et aussi pour les ouvriers, là, il n'y a plus de problème s'il y a une harmonisation au niveau sectoriel, vu qu'il n'y a pas de plan d'entreprise. Pour les entreprises avec un plan identique au secteur, pour les ouvriers et les employés, donc des entreprises qui ont fait du opting out ou qui se trouvent hors du champ d'application parce qu'ils ont un plan équivalent, qui copie-colle les plans du secteur, il y aura une modification similaire du plan pour les employés. Donc, dans ce cas-là, vous devriez ajouter une contribution supplémentaire pour annuler la différence de traitement au niveau de l'entreprise. Pour les entreprises ayant des régimes différents pour les ouvriers et les employés, donc qui ont fait du opting out hors champ d'application, mais qui n'ont pas copié-collé les plans du secteur, mais qui ont, par exemple, un plan plus généreux pour les employés que pour les ouvriers. L'harmonisation se situe complètement au niveau de l'entreprise. Il peut aussi arriver que pour les employés, l'employeur est hors du champ d'application, mais que les ouvriers participent au plan sectoriel. Dans ce cas-là, il y aura aussi une harmonisation au niveau de l'entreprise. Il serait possible d'introduire un nouveau plan pour les employés qui entrent en service à partir de 2030, qui est une copie du plan sectoriel au sein de commission paritaire 220. Il serait aussi possible de prévoir un droit de opting-in au niveau du secteur pour les nouveaux employés, mais ça rend la chose aussi un peu compliquée. Et l'employeur peut aussi introduire un plan uniforme qui ne prévoit plus de distinction de traitement entre les employés et les ouvriers, avec un offset des contributions ou des réserves sectorielles des ouvriers. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On introduit un plan au niveau de l'entreprise, mais on prévoit que les contributions pour les ouvriers sont déduites de la cotisation au niveau de l'entreprise. Mais la plupart des assureurs ne veulent pas gérer ce type de pension. Si la différence de traitement n'est pas éliminée avant 2030, ben donc les protocoles d'accord et le CTT doivent être déposés avant 2027. Pour ce qui concerne les entreprises sans plan de pension au niveau de l'entreprise, ils devront introduire ou un plan. Donc, ça veut dire, maintenant je parle des entreprises qui participent au plan du secteur. Si les différences de traitement ne sont pas annulées au niveau du secteur, ces entreprises devront introduire un plan complémentaire pour les employés qui couvre le delta qui existe encore au niveau sectoriel. Pour les entreprises avec un plan identique au secteur, pour les ouvriers et les employés, donc les mêmes entreprises qui ont fait du opting out ou qui sont hors du champ d'application des plans sectoriels, ils devront aussi couvrir la différence de traitement qui existe maintenant au niveau des entreprises avec un plan complémentaire pour les employés. Et les entreprises ayant des régimes différents pour les travailleurs et les employés. Là, la situation est la même que pour dans la situation qu'on va éliminer les différences de traitement au niveau du secteur. Là, l'harmonisation se situe complètement au niveau de l'entreprise.
Voilà, donc il s'agit vraiment d'un exercice global. Si vous participez au plan sectoriel, je pense que vous devriez adopter une attitude wait and see, hein, parce que vous devriez savoir ce que le secteur va décider. C'est aussi l'idée du timing. Les secteurs sont en jeu pour l'instant jusqu'au 2027. Si vous ne participez pas au secteur, parce que si votre entreprise a fait du opting out ou est hors du champ d'application des plans sectoriels, vous pouvez déjà penser à une harmonisation au niveau de l'entreprise. Ce n'est pas une obligation. Vous pouvez bien sûr aussi attendre jusqu'au 1er janvier 2030 ou plus tard pour implémenter ou de réaliser l'harmonisation entre les employés et les ouvriers. Voilà. Étienne, y a-t-il des questions? J'en vois pas dans le chat en tout cas. Bon, j'imagine, Augustin, que de toute façon, ils peuvent. Alors, soit vous pouvez nous envoyer, vous avez les slides seront partagés, vous C'est avez nos ça. adresses email, vous pourrez envoyer nos questions. Non, merci. Ok, pas de questions. Sinon, à Augustin aussi, qui nous les C'est ça, n'hésitez transmettra. pas. Oui. Alors, quand il n'y a pas de questions à la fin d'une présentation, soit ça veut dire que tout était très clair, soit ça veut dire que rien n'est clair du tout, et que vous êtes C'est trop vrai. poli pour le dire. Dans tous les cas, merci beaucoup pour votre attention et d'avoir passé cet après-midi avec nous pour discuter de ces questions très, très importantes. Voilà, on vous souhaite une excellente fin d'après-midi, un très bon week-end. Je repasse peut-être la parole à Augustin pour clôturer si tu as encore deux, trois choses à dire d'un point de vue pratique Ben, où tout est voilà, dit. vous remercier pour vos enseignements. C'est très intéressant et très, très actuel et utile, à mon avis, sur le terrain d'avoir voilà, d'avoir tous ces accents pour mettre en place justement l'harmonisation. Comme vous l'avez très bien dit, on pense que c'est dans longtemps, mais au final, plus on s'y prend tôt, mieux ça vaut. Donc voilà. Parfait. Merci à tous et excellent week-end. Merci.